Donc, traiter l'industrie dans le monde rural en Mayenne, c'est d'abord peut-être battre en brèche une idée qui revient très souvent, à savoir que la Mayenne est un département rural, donc un département paysan, où l'agriculture est absolument dominante. Or, moi-même, quand j'ai commencé à regarder ces questions-là, j'étais un petit peu surpris de constater que la Mayenne était un territoire, je dis bien était, un territoire industriel, véritablement, avec en particulier donc le travail du lin, dont je vais dire quelques mots tout de suite. Bien entendu, l'industrie archaïque, on peut parler effectivement ici de proto-industrie, et cette proto-industrie va disparaître au XIXe siècle, totalement au XXe siècle. Je ferai aller mon propos, disons, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui marque un petit peu une rupture, parce qu'après commencent les Trente Glorieuses, et donc une réindustrialisation de la Mayenne, en quelque sorte. Et nous aurons donc l'occasion de voir ces mutations particulièrement importantes et qui ont changé donc le paysage mayennais, effectivement, et qui ont laissé des traces pour le patrimoine dans les campagnes mayennaises. Donc au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle donc encore le Haut-Anjou et le Bas-Maine, on dit plutôt en général le Bas-Maine et le Haut-Anjou, ça sonne mieux, est donc un territoire qu'on peut qualifier d'industriel, mais avec cette originalité que l'agriculture et l'industrie donc sont intimement liées. On peut parler même d'une véritable intégration. Il est vrai qu'à l'époque, donc, les campagnes ont globalement, dans le futur territoire mayennais, une vie assez précaire, assez difficile. Je vous donne ici très vite un très très court extrait du cahier de doléances de Saint-Cyr-en-Paille, qui est une paroisse du nord-est de la Mayenne. Les terres de la plus grande partie de notre province, notamment de nos cantons, étant si mauvaises qu'on ne peut mettre en culture réglée qu'environ la moitié, l'autre moitié n'étant que landes, brières et rochers. Et encore, la partie que nous tenons en culture réglée ne peut être ensemencée par chaque année en sarrasin, seigle et avoine qu'environ la moitié. Donc on voit donc des difficultés pour cette vie agricole. C'est ce que Daniel Pichot d'ailleurs avait déjà mentionné tout à l'heure. En effet, les terres sont ingrates, l'humidité règne, les terres sont imperméables. Le seigle et le sarrasin sont pratiquement les seules céréales cultivées à destination de la consommation humaine. Les jachères, donc, on vient de le voir, sont très longues. Les coboages se pratiquent encore. Et sur les landes et les prairies humides, on élève des animaux, mais de façon très routinière. Et ces animaux fournissent d'ailleurs très peu d'engrais naturels. Les paysans ont cependant une autre activité que l'activité strictement agricole, qui est donc la culture du lin. Dans les nombreuses closeries, un clos est réservé au lin que l'on récolte au début de l'été. Cette culture, qui est pourvoyeuse donc d'une matière essentielle pour la vie de la famille, est l'objet de beaucoup de soins. Rouissage, je ne peux pas entrer dans les détails, bien évidemment, vu le temps qui m'est imparti. Rouissage, séchage, c'est difficile à prononcer. Passage à la braie. Les femmes collectionnent ensuite donc les filasses qui vont être portées à la ville donc, et acquises par ceux qu'on appelle les fabricants, qui sont donc en quelque sorte, si vous voulez, les entrepreneurs de cette industrie textile. Intervient ensuite la fabrication de la toile, ce qui ne va pas nous éloigner d'ailleurs du monde rural, puisque le fil, est d'abord élaboré dans les exploitations, par les femmes, lorsqu'elles ne sont pas bien sûr accaparées par les activités strictement agricoles, par les travaux de la ferme. Ensuite, donc, ce fil récupéré à nouveau donc, par les fabricants est destiné donc aux tisserands et qui peuplent les villes comme Mayenne, Laval, Château-Gontier bien sûr. Mais on reste dans le monde rural car on voit que beaucoup de tisserands donc, sont installés dans les, dans les campagnes mayennaises, dans les bourgs, dans les petites paroisses. Là, vous avez effectivement une maison de tisserand. Bon, alors vous remarquerez que les documents que je vais présenter ici, bien entendu, ne sont pas du XVIIIe siècle. Hein. On manque de photographies pour l'époque. Et donc, vous avez ici donc, une maison de tisserand qui est à Laval, mais vous vous prenez dans n'importe quel bourg rural de la Mayenne, vous trouvez au détour d'une rue ce genre d'établissement qui est adapté donc, au travail du tissage. Vous avez donc la partie supérieure qui est là où se trouvent les pièces de vie, donc où la famille passe, j'allais dire son quotidien, non, parce qu'elle passe beaucoup de quotidien, dans la partie inférieure, et qui est semi-enterrée. Et c'est là que se trouve l'important, donc l'impressionnant métier à tisser.
c'est la partie semi-enterrée parce que ça permet de conserver une certaine humidité donc, pour mieux travailler le fil et pratiquer donc le tissage. Alors ensuite, la toile fabriquée est portée bien sûr dans les cités, Laval en particulier. Et bien évidemment, là, je m'arrêterai car on quitte un petit peu comment dirais-je, notre sujet, donc qui est le monde rural. Même s'il faut rappeler qu'effectivement, donc cette toile donne lieu, cette manufacture du lin donne lieu à un très important commerce, y compris commerce international. Donc voilà très rapidement, comment dirais-je, tracé cette manufacture du lin, donc qui est la caractéristique de la Mayenne et qui en fait donc, je le disais tout à l'heure, un territoire industriel. Alors il y a d'autres activités qui relèvent aussi de l'industrie et qui ne sont pas, comment dire, qui sont plus ou moins liées avec la vie agricole, pardon, qui se trouvent bien dans le monde rural, mais qui sont plus ou moins en liaison avec la vie agricole. Je vais les passer très vite en revue, parce que si je commence, bien entendu, à m'attarder, les 20 minutes seront largement écrasées. En quelques mots, si vous voulez, donc on trouve, bien entendu, les moulins que vous allez trouver, donc consacrés, bien entendu, à la mouture du grain, en majorité. Quelques moulins aussi pratiquent le tannage des peaux, et même certains, comme à Sainte-Suzanne, vont pratiquer la papeterie. Vous trouvez aussi l'exploitation des forêts, alors là vous avez effectivement, vous voyez, là ce qui me surprend dans cette... Ne posez pas de questions tout à l'heure sur ce document-là, je n'aurai pas la réponse. Vous remarquez les deux personnages qui sont là, qui sont parfaitement endimanchés et qui contrastent parfaitement avec comment dirais-je, le reste du paysage, avec les maisons. Donc c'est sabotiers, ce sont les sabotiers qu'on trouve dans ces forêts qui sont aussi consacrées, bien entendu, à la fabrication du charbon de bois. Nous aurons l'occasion d'y faire allusion tout à l'heure à nouveau. Alors, autre activité qui parsème le territoire de la future Mayenne, les carrières. Je ne vais pas entrer dans le détail, je le disais, les carrières les plus importantes, les plus spectaculaires sont celles de marbre, essentiellement à Louvernay, plutôt au nord-est de Laval, ou à Saint-Berthevin, qui est une commune qui jouxte aujourd'hui Laval. Ces carrières de marbre donc, qui fournissent une matière première qui est travaillée à Laval et qui donne lieu d'ailleurs à une véritable exportation, y compris vers Paris. Autre carrière, l'ardoise, qui se pratique à Châteaubout. Châteaubout, c'est un lieu-dit à côté de Javron-les-Chapelles, à Javron à l'époque, qui se trouve donc dans le nord de la Mayenne, et surtout le site le plus important, c'est Renazé, où on trouve donc des carrières à ciel ouvert. Il y aura un changement important au 19e, à ciel ouvert, donc, où travaillent donc les carriers qui extraient les ardoises. On trouve aussi une multitude de... Alors là aussi, on n'est pas au XVIIIe siècle, mais bon, elle permet de... Ah non, pardon, excusez-moi. Ah ben non, elle a disparu alors. Oui, ben tout est là, oui, mais logiquement. Elle a disparu celle-ci, donc, au passage. Bon, c'est de montrer une briqueterie, mais enfin, c'est pas bien grave. Il y en a donc de très nombreuses sur le territoire mayennais. Il y a Julien Hay, qui est un instituteur qui exerçait sa profession au début du siècle, du 20e, j'entends, et qui a fait, par exemple, une carte de la Mayenne à la fois donc sous l'Ancien Régime et au 19e, et la carte est constellée de mentions, d'activités, alors plus ou moins industrielles, plus ou moins artisanales, comme celle que je viens de vous montrer, et qui montre donc à quel point la Mayenne peut être considérée comme un territoire industriel. Alors bien évidemment, on vous en parlera sans doute mieux que moi cet après-midi. L'autre activité importante de la Mayenne, sont les forges. Les forges qui se trouvent, comment dirais-je, sur des petits gisements, qu'on trouve effectivement dans divers endroits de la Mayenne, et en général proches de la forêt, car la forêt fournit le combustible, fournit donc le charbon de bois qui est utilisé donc dans la fabrication donc du métal. Ces forges sont anciennes, elles remontent à la fin du Moyen-Âge, elles sont encore à l'époque de propriété nobiliaire, avant d'être cédées à des bourgeois plus tard au XIXe siècle. Et ces forges, si vous voulez, sont quand même au nombre de, je crois que j'ai mon chiffre qui est pas là, je crois que c'est 7 forges qu'on trouve en Mayenne, essentiellement donc dans le bassin de Laval, et qui
donne effectivement de véritables sites industriels avec une population ouvrière qui se trouve concentrée dans un environnement complètement, comment dirais-je, rural, complètement, j'ai envie de dire, agricole. Et ce qui manque un petit peu aux propos que je vous donne ici, mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'études réalisées sur ce genre de choses, c'est quelle relation ces îlots industriels entretenaient avec le monde paysan qui les entoure. On n'a pas d'études, on n'a pas de documentation à ma connaissance qui permet de se faire une idée de ces relations. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ces relations ne devaient pas être immédiates. J'en veux pour exemple, si vous voulez, ce qui s'est passé au moment de la Révolution française, où les forges de Port-Briet, qui se trouvent, alors il faut le rappeler, en plein territoire chouan, le territoire de Jean Cottereau, ont été un bastion républicain dans un environnement donc complètement contre-révolutionnaire. C'est le même cas qu'on retrouve dans les forges de Cham, de Beaucorps, qui se trouve sur la commune de Cham, où là aussi, il y a une étude qui a été faite sur ce travail-là. Ces forges ont une situation d'assiégés donc pendant la période de la Révolution française. Donc pour conclure sur ce XVIIIe siècle, je voudrais juste rappeler donc que la Mayenne est un véritable territoire industriel avec en particulier donc les forges et surtout la manufacture du lin. Cependant, pour ces activités, l'avenir est sombre, très sombre. On va les voir disparaître au cours du XIXe siècle. Et on peut parler ici donc d'une véritable désindustrialisation. Le mot n'est pas facile à prononcer. Une désindustrialisation, je vais y arriver, qui n'a pas été uniforme, bien sûr, qui n'a pas été linéaire. Et si la manufacture du lin donc disparaît, de nouveaux liens vont quand même se créer avec le monde agricole, donc avec le monde rural. Et ce sera donc le rôle de la production de chaux, à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure, et de façon annexe, la production de charbon, qui va se développer. De la même manière, on verra les forges qui vont elles aussi péricliter et qui vont connaître de l'antagonie autour du XIXe siècle, sauf un site dont nous aurons à parler rapidement. Alors, comment expliquer d'abord cette désindustrialisation? Quelles en sont les causes? Une première évidence, les conditions naturelles. La Mayenne ne possède pas de grands gisements minéraux. Les gisements de fer dont j'ai parlé sont épuisés. Les gisements de houille dont on va parler sont extrêmement limités. Donc, obligatoirement, la Mayenne se tient à l'écart donc, de ce qu'il est courant d'appeler donc, la révolution industrielle. Ensuite, il y a aussi des voies de communication qui vont se développer et qui vont jouer, en fin de compte, globalement, un rôle pas forcément favorable pour tous ces petits îlots industriels. Les voies de communication qui se développent, ce sont les routes stratégiques qui se développent après 1832, ce sont les voies communales qui se développent aussi après 1836, c'est la Mayenne que l'on canalise aussi à partir de 1846, mais là ça va prendre des décennies pour arriver à son terme, et bien sûr, à partir de 1856, la ligne de chemin de fer qui va parcourir le département, donc de Paris vers la Bretagne, en passant bien sûr par Laval. Autre explication de cette industrie en déclin, la faiblesse des initiatives et des investissements locaux, qui peut expliquer donc ce recul industriel. Les capitaux, il y en a en Mayenne, ce sont des capitaux aristocratiques ou bourgeois, mais ces capitaux vont être orientés essentiellement vers la terre ou vers des activités liées au développement agricole comme la chaux et le charbon. Si certains notables mayennais ont fait preuve d'initiative, ils sont quand même rares, globalement. Je pense au marquis de La Roche-Lambert, qui organise une papeterie sur une île de la rivière de la Mayenne, de la rivière, sur la commune d'Entrammes, et qui d'ailleurs disparaîtra à cause de la canalisation de la Mayenne. Je pense aussi, on peut penser aussi à la famille Chaplet, à Frédéric Chaplet en particulier, qui vont développer des usines de traitement de l'amiante, par exemple, sur le territoire d'Andouillé. Mais globalement, donc, les capitaux mayennais vont vers la terre et non pas vers des activités strictement industrielles. Je le disais tout à l'heure, donc, des nouveaux liens se sont quand même créés entre l'industrie et l'agriculture, autour donc de la chaux et du charbon. En effet, et les deux sont liés,
la Mayenne connaît à l'époque une véritable révolution industrielle. Plusieurs éléments, vous retirez le mot industriel et vous mettez agricole à la place, une véritable révolution agricole. Après, en effet, plusieurs éléments permettent de développer cette révolution agricole. J'ai fait allusion tout à l'heure aux voies de communication, et on peut penser en particulier donc aux voies vicinales qui permettent d'aller jusque dans les fermes les plus reculées. On peut penser aussi donc au chemin de fer qui permet d'exporter les productions. Ne pas oublier aussi que le chemin de fer se développe à la fin du XIXe siècle avec les chemins de fer d'intérêt local. Autre élément qui explique cette révolution agricole, l'allusion a été faite tout à l'heure d'ailleurs par le repli de la noblesse légitimiste qui n'apprécie pas ce qui se passe à Paris en 1830 en particulier, mais aussi en 1848, et qui se replie sur ses terres, qui revient en Mayenne et qui est soucieuse donc d'améliorer ses revenus, et par là donc va essayer de transformer la vie agricole et va utiliser un premier levier qui est le métayage. Le métayage contraint donc l'exploitant agricole et qui va donc appliquer les réformes les modélisations que vont lui indiquer le propriétaire. L'autre moyen, ce sont les comices agricoles qui se développent énormément à l'époque en Mayenne. Comices agricoles qui sont investis par cette aristocratie foncière, donc, qui va effectivement donc faire propager ces techniques nouvelles qui vont d'ailleurs remonter en gros du sud vers le nord du département. Voilà donc, si vous voulez, cette révolution agricole qui va permettre à une autre activité industrielle de se développer, l'activité chaux-fournière associée au développement des mines de charbon. L'usage de la chaux est ancien, mais jusqu'au XVIIIe siècle, il est concentré essentiellement donc pour la construction. Mais au XIXe siècle, de façon à mettre en culture justement ce qu'on a vu tout à l'heure et ce que Daniel Pichot avait aussi montré, il s'agit de mettre en culture donc les landes qui sont exploitées, de faire reculer la jachère qui était très très longue, et on introduit donc le chaulage dans le département de la Mayenne, d'abord d'ailleurs dans le Haut-Anjou, puis progressivement vers le nord et l'ensemble du territoire. En 1827, on recense 80 à 90 fours à chaux. Le chiffre a été cité tout à l'heure, le maximum va être atteint en 1870 avec 273 fours à chaux. Donc on voit un petit peu l'importance. Alors on les trouve surtout, bien entendu, dans le bassin de Laval. Ici, donc, vous l'avez, je ne l'ai pas commenté, je crois qu'elle se lit d'elle-même. Vous êtes à Louvernay et vous avez donc une ferme qui utilise, vous voyez, déjà le machinisme agricole, la machine à vapeur, et de quoi battre le blé à côté. Donc, ces fours à chaux donc, qui se développent, je le disais, essentiellement donc, dans le bassin de Laval, et qui vont, à la fin du siècle, connaître alors un repli. En effet, on s'aperçoit que la chaux, c'est bien, ça permet effectivement de faire reculer la jachère, ça permet de mettre en culture des landes et ainsi de suite, mais à terme, sur une ou deux générations, on finit par ruiner le sol en fin de compte. Et le chaulage donc va reculer. Et les fours à chaux, là j'ai pris celui-ci parce qu'il a un côté plus rural, je dirais, plus artisanal. C'est celui du four à chaux de Saulges, mais tout à l'heure vous aviez vu, c'était Louvernay je crois, comment dirais-je, une installation beaucoup plus conséquente, beaucoup plus importante que celle-ci. Heureusement que je n'ai pas pris la même. Effectivement. Donc le chaulage reculant, les fours à chaux vont disparaître. Un seul site va demeurer encore aujourd'hui, mais il a bien entendu muté ses activités. C'est Saint-Pierre-la-Cour, qui a été repris par l'entreprise Lafarge après la Seconde Guerre mondiale, et qui constitue donc aujourd'hui, là aussi encore, un îlot industriel dans un environnement parfaitement rural. Aux îlots chauvronniers se sont ajoutées parallèlement donc les mines de charbon. Je ne vais pas vous les citer, comment dirais-je, toutes. Elles étaient quand même assez nombreuses. C'est en 1806 que le charbon a été introduit pour faire fonctionner les fours à chaux. C'était à Bouers. Et des recherches vont être lancées pour découvrir des gisements d'anthracite ou de houille.
et elles vont permettre donc de mettre en valeur effectivement un certain nombre de mines de charbon qui vont là aussi transformer un peu le paysage avec les structures comment dirais-je, de surface qui aujourd'hui ont disparu bien sûr, mais qui à l'époque marquent ce paysage rural. Les activités charbonnières vont bien entendu avoir beaucoup de mal à résister devant la concurrence du charbon du nord de la France, de l'est de la France, y compris d'ailleurs des charbons anglais. Je vous rappelle qu'en 1860, un traité de commerce a été signé avec l'Angleterre, et ce traité de commerce, bien entendu, était très mal vu en Mayenne car la concurrence était forte. Bref, ces exploitations charbonnières qui en plus ont beaucoup de mal à survivre à cause des difficultés d'exploitation et en particulier à cause de l'eau qui envahit régulièrement les puits et qui gêne beaucoup la production. Alors malgré des efforts d'intégration d'ailleurs capitalistiques en quelque sorte entre les chaux-fourniers et les charbonniers, malgré ces efforts-là, au XXe siècle, au début du XXe siècle, toutes ces mines de charbon vont disparaître et vont disparaître aussi donc du paysage mayennais. La manufacture du lin, elle aussi, va disparaître. Alors j'en dis en quelques mots, parce que je voudrais faire attention. J'en suis à combien là? Ça y est. Oui. Bon, alors en quelques mots, mais très vite, alors, elle disparaît. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, elle n'a pas résisté, commercialement parlant, à l'Empire et à la Révolution. Le coton s'est introduit, plus facile à travailler, et le coton va passer, en fin de compte, on va avoir encore des tisserands à domicile, comme on l'a vu tout à l'heure, jusqu'au début du XXe siècle, mais progressivement, le tissage va se faire en usine et il va se faire dans les villes. Donc, le tissage disparaît dans les campagnes rurales. Ça se voit nettement quand on prend les recensements du XIXe siècle, on voit les fileuses, les tisserands, et puis à partir de moment, hop, plus rien, c'est la disparition. Alors, dans les campagnes mayennaises, très vite, quelques îlots industriels qui vont, perdurer. Les forges, mais les forges vont malheureusement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je ne reviens pas, finir par disparaître devant la concurrence. Un seul site, mais je crois que tout à l'heure, on vous en parlera plus longuement et mieux que moi, c'est la forge de Port-Briet, qui est reprise par un industriel qui n'est pas mayennais, bien entendu, c'est M. Chappé. Cette forge va durer donc jusqu'après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'aux années 2000 d'ailleurs, avant de disparaître. Et là aussi, on va voir un paysage avec maisons ouvrières qui vont se mettre en place. L'ardoise va se développer, va aussi se développer. Alors là, vous avez, effectivement, je laisse caboter du coup, cité ouvrière, Fontaine-Danier, on est en pleine campagne. Hein. Pas loin de Mayenne, mais on est en pleine campagne. Et vous voyez, ce genre de site qui va se développer. Vous en verrez tout à l'heure certainement donc à Port-Briet, par exemple. Et c'est quand même assez étonnant de voir un véritable immeuble, alors qu'en général, les maisons ouvrières sont basses, sont sur un seul niveau. Là, on a un véritable immeuble en pleine campagne. Nous sommes à Fontaine-Daniel. Alors, se développe bien évidemment tout autour, car les industriels veulent conserver leurs employés, leurs salariés. Se développent des services, écoles, épiceries, boulangeries, toute une série, d'éléments qui permettent au paternalisme, car il s'agit de cette démarche-là, donc de s'épanouir. Je dirais alors, vu que le temps imparti est passé, quelques mots quand même sur des activités qui se sont développées et nouvelles, mais malheureusement éphémères. Je parlerai du site de Rochefort, par exemple, qui est au bord de la Mayenne, au nord de Laval, sur la commune d'Andouillé, où là c'est un Mayennais qui va développer, alors il y a eu textile, et qui va développer une usine, qui se voit encore dans le paysage aujourd'hui, y compris les maisons ouvrières qui se trouvent sur le plateau, au-dessus de la Mayenne, et qui abritait donc les ouvriers. On voit ces usines encore aujourd'hui. Il y a eu d'abord filature, ensuite, pour une dizaine d'années seulement. Ensuite, et ça plus original, le traitement de l'amiante. D'ailleurs, la société s'appelle l'amiante du Cap. Et on traite l'amiante, donc on importe ici. Et ça n'a plus aucun rapport, bien entendu, avec la vie agricole. Et de la même manière, vous avez aussi, une usine de néométallurgie qui est mise en place. Alors ensuite, j'avais gardé pour la fin, mais je vous les donnerai très très vite, effectivement, deux autres activités qui vont se développer au XIXe siècle. La Kabylie, alors la Kabylie non étrange, à Voutray, nous sommes à l'est de pays de Charny, à l'est du département. Carrière de porphyre qui va se développer à partir de 1856 grâce aux demandes de la ville de Paris qui se transforme à l'époque et qui va jouir effectivement de la proximité de la ligne de chemin de fer Paris-Bretagne.
Dans cette Kabylie, on voit comment dirais-je, se développer une population ouvrière originale, très originale en Mayenne, puisqu'on va même faire appel à des, comment dirais-je, des ouvriers étrangers de 17 nationalités différentes, dans lequel dominent effectivement les Italiens et les Yougoslaves, et qui vont là encore créer un véritable monde à part au milieu de ce monde rural. Voilà donc, merci. La Kabylie avoutrée, donc vous voyez ce monde rural qu'on aperçoit, vous avez au premier plan donc les éléments de la carrière qui se trouvent en haut. Je ne vous lirai pas ce qu'en dit le curé Trottin dans les années 1920 de ces ouvriers, qui se rattachent un petit peu au monde rural quand même, car il nous les montre avec leurs petites maisons accrochées au flanc de la butte. La butte, c'est la carrière. Et oui, sur un terrain ingrat, ils arrivent quand même à développer un jardinet qui leur permet d'avoir un peu de légumes, d'avoir un peu de volaille. Et même certaines épouses louent quelques journaux, comme il dit, de terrain dans la campagne pour améliorer l'ordinaire et pour donc cultiver de quoi alimenter les ménages. L'autre, comment dirais-je, activité donc à laquelle j'aurais pu vous parler, mais je vais ne pas trop exagérer. Il s'agissait des ardoisières, bien entendu, comment dirais-je, qui vont se moderniser. Voilà, de renaser donc. Là, on va descendre au fond. Il y aura ceux d'en bas qui arrachent la matière et ceux d'en haut qui commencent à traiter la matière donc pour fabriquer l'ardoise et qui va se développer, qui va disparaître dans les années 1970. Pour montrer un petit peu là encore la différence, si vous voulez, avec comment dirais-je, avec le monde rural qui les entoure, nous avons ici, et en Mayenne très original, un milieu très, très syndicalisé, dès la fin du 19e siècle. Tous les 1er mai, on défile, drapeau rouge en tête. Alors que la Mayenne rurale, c'est plutôt la Mayenne des hobereaux qui contrôlent véritablement, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, hein, les paysans locaux. Ah, ouais.